En fait, ce qui est clé avec le management de transition, c'est que il va falloir montrer des résultats rapidement pour gagner de la confiance, mais il y a des choses où il faudra du temps. Et en fait, il faut arriver à juger qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme résultat rapide et visible dont les gens vont être satisfaits pour en fait gagner du temps sur là où j'ai besoin de temps. Et en fait, les gens, ils me demandent des trucs pour demain, mais ils se rendent pas compte que là, il y a 9 mois de boulot. Mais si je leur dis, mais vous y êtes pas, il y a 9 mois de boulot, ils vont être mécontents et la mission va se finir. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon allez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Pierre Albert qui est DSI à temps partagé depuis 10 ans. Salut Pierre Albert. Ouais. Bonjour Bertrand. Et du coup, on est dans la saison en partenariat avec Infortive dont tu fais partie. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'essayer de comprendre une typologie de postes et de missions qui n'est pas forcément bien compris et pourtant qui est super intéressante pour les entreprises. C'est le DSI à temps partagé, puisque c'est ça toi, ton focus et ta spécialisation. Tu vas nous expliquer un petit peu. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire dans quelles entreprises tu as travaillé avant d'être du coup d'essayer de partager un petit peu ton parcours. Comme ça nous permet toujours d'en savoir un peu plus et de te situer. C'est plus simple pour nous. Super. Donc moi, j'ai une expérience professionnelle de pratiquement 40 ans maintenant. J'ai eu la chance très tôt d'avoir des responsabilités dans un département informatique au sein d'une petite banque dans laquelle j'ai passé une dizaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé dans le conseil pendant 6 ans. Et puis, j'ai repris, en fait, à l'issue d'une mission de conseil, j'ai repris un job de DSI et j'ai passé une quinzaine d'années dans le groupe LVMH à différents postes de DSI. Et depuis une petite dizaine d'années, donc j'exerce en tant qu'indépendant sur des missions de DSI de transition, DSI étant partagé, et des missions aussi parfois de conseil. Ok. Et du coup, pour tordre l'idée, une idée reçue, quand on est DSI du groupe LVMH, est-ce qu'on est DSI de Total ou DSI de plusieurs PM? C'est quoi la Bah, en fait, compréhension? il faut aller sur le site du groupe LVMH. Il faut voir que c'est plus de 60 marques de luxe essentiellement qui ont toutes une personnalité, un marché et des clients différents. Et en fait, c'est un ensemble d'entreprises petites, moyennes et parfois grandes qui travaillent ensemble. Mais c'est pas du tout un fonctionnement avec une DSI centralisée tel qu'on peut le retrouver dans des banques ou des assurances. Et Ok. donc, en fait, il faut savoir s'adapter à des enjeux au niveau des maisons qui vont être des enjeux de DSI au niveau société, mais il faut aussi savoir travailler avec des filiales de distribution où peut-être qu'on aura un responsable informatique et au début, on n'en aura pas. Ok. Donc, du coup, tu as été plutôt DSI d'entreprise à taille humaine. Dans Voilà. la. Si, j'aime pas parce que quand on dit taille humaine, ça veut dire que c'est inhumain. Le reste, c'est un peu. J'aime pas cette expression, j'utilise, mais c'est pas la bonne. Dans tous les cas de société où le nombre de collaborateurs reste, voilà, un petit village et pas une grande ville. Mais Et par contre, ça m'a appris à travailler en temps partagé. Parce ouais. que quand j'étais DSI de la division Montré-Joaillerie chez LVMH, j'avais 8 marques dont je devais m'occuper, plus une vingtaine de filiales. Et donc, bon, bah là, en fait, quand il y a une filiale ou une marque qui téléphone parce qu'elle a besoin de vous, on ne peut pas lui répondre, désolé, je travaille sur autre chose. Donc, en fait, là, il faut déjà apprendre à faire du temps partagé. Ok, donc en fait, ça vient de là ton positionnement, c'est que déjà, tu étais dans un contexte où tu devais gérer entre différents contextes, différentes
personne et personnalité, tout en délivrant la valeur promise sur les jalons clés. Exactement. Parce que une des choses, dis-nous en quelques mots, en fait, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise, selon toi, de prendre un DSI à temps partagé? Parce que si je le dresse en mode négatif, c'est je paye quelqu'un, il va pas être là à temps plein, donc en fait, il ne pourra jamais gérer les urgences. En plus de ça, bon, du coup, ça doit être plus difficile à surveiller son travail. Et en fait, peut-être que ça va être beaucoup plus long parce qu'à 2 jours par semaine, si je l'avais pris sur un mois, quelque chose qui aurait pris un mois, ça va durer 8 mois. Je le fais très, très grossièrement, mais au final, c'est beaucoup de gens pensent un peu de cette manière-là. Alors, déjà, il va falloir distinguer le DSI à temps partagé qui est en transition ou le DSI à temps partagé qui est sur le long terme. Voilà. Je parlerai du mode transition après, mais dans les missions générales du DSI de transition, en fait, souvent, on va pouvoir aller, ça va permettre à une entreprise à budget égal d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience, donc qui va aller plus rapidement à l'essentiel, qui dialoguera plus facilement à un niveau de comité de direction, euh, qui sera plus ouvert d'esprit parce qu'en fait, il sera multi-expérience, multiculturel. Et donc, ça permet des accélérations qu'on n'a pas forcément avec quelqu'un qui fait partie des murs. Ok, donc déjà, premier avantage que tu dis, c'est par rapport, du coup, ça c'est plutôt par rapport au manager de transition, mais pas forcément par rapport au temps partagé. Oui, alors un des avantages du temps partagé pour une entreprise, c'est que elle va avoir, ça peut lui coûter moins cher, hein, si elle a quelqu'un 3 jours par semaine en fonction des tarifs d'intervention, ça peut lui coûter moins cher. Ça l'oblige aussi à avoir plus de focus, à être plus clair sur les vraies priorités. Et puis le DSI à temps partagé, il va moins se faire bouger. Il a plus de, sa posture est meilleure en fait. Lui, il a plus d'assurance. Il a d'autres interventions, il a d'autres contextes. S'il a un problème dans une entreprise, il peut aussi réfléchir ailleurs sur comment trouver des solutions. Et donc, du coup, voilà, dans un certain nombre de cas, c'est pour les entreprises une très bonne solution. Et Donc, ça peut être un avantage aussi économique. Alors moi, par exemple, j'ai eu le cas sur une mission de transition où ils voulaient que j'intervienne à temps plein. Bon, ben moi, ça posait un problème de tarif, hein, de budget. Et en fait, moi, je leur ai dit, mais pourquoi vous tenez absolument à ce que j'intervienne à temps plein? Si j'interviens à 4/5e chez vous, le job, il sera exactement pareil. Les réunions, je les assurerai de la même manière. Pour vous, ça ne fera pas de différence. Mais par contre, ça vous coûtera 20% moins cher. parce qu'ils réfléchissent en termes de temps et pas en termes de livrables, c'est ça que tu veux dire? Très souvent, effectivement. Et puis en plus, le fait de... Je pense que cet aspect de structuration, c'est un peu un effet miroir. C'est-à-dire que comme le DSI à temps partagé va pas être dans les locaux tout le temps, on va être obligé de s'organiser pour faire en sorte de bien traiter les sujets quand il est là. Du coup, ça oblige à réfléchir, à s'organiser. Du coup, les sujets vont pas arriver n'importe comment, dans n'importe quel ordre, avec tous des niveaux de priorité ultra urgents. Et du coup, en fait, c'est pour l'entreprise, ça a introduit une forme de mode de fonctionnement qui. Alors, quand il faut réagir sur des choses instantanées parce qu'il y a des problèmes, qu'on soit en transition ou pas, on le fait. Donc, moi, quand je suis en temps partagé, quand moi je suis en temps partagé, si j'ai un client que je ne suis pas chez lui et il m'appelle parce qu'il a un problème en production, bah, c'est évident que je vais le prendre au téléphone et que je vais organiser avec les équipes la résolution du problème en production. Et là, c'est ma responsabilité de savoir m'organiser avec ce que je suis en train de faire pour traiter les choses. Mais du coup, bah, les sujets qui peuvent attendre 24 ou 48 heures, mais ils attendront 24 ou 48 heures que je sois à nouveau dans les murs. Et ça donne un temps de réflexion et de maturation qui est très souvent bénéfique. Du coup, pour les entreprises qui ont par exemple, comme elles réfléchissent en termes de temps, elles réfléchissent forcément en temps plein. Et en fait, des fois, tu discutes avec elles et en fait, tu les forces à verbaliser et à structurer leurs demandes dans le sens où ça fonctionne en disant il y a un avant et un après Pierre Albert sur les livrables.
Et donc, du coup, c'est ça qui fait que cette expression de besoin plus fine et plus structurée fait que toi, tu es en capacité de dire, bah, en fait, ça, je peux le faire à 3 jours par semaine, ça sert à rien de faire 5 jours par semaine. Et ça, en plus Exactement. du fait que, du coup, donc c'est un peu dans l'avant-vente, tu fais du conseil aussi, puisqu'en fait, tu les aides à mieux structurer leurs priorités. Et ça les aide aussi, du coup, pour la suite, dans le sens où elles se rendent compte qu'une meilleure expression des besoins de manière globale de la direction générale ou de la DSI, si t'es en mode bras droit ou autre, ce qui peut arriver, ouais, ça leur permet de mieux exprimer, donc du coup, de mieux clarifier et donc du coup d'être plus efficient. Ok, j'entends. Voilà. Et Et ça a aussi un bénéfice pour les équipes qu'on encadre, parce que de la même manière, les équipes qu'on encadre, ben, en fait, elles savent que si on est le mardi et que j'étais pas présent le lundi, ben, les événements qui se sont produits le lundi, je vais pas les connaître. Donc du coup, quand ils vont venir le mardi en me racontant un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir que j'agisse, ils sont obligés d'exposer les choses avec du contexte. Et du coup, eux, ça leur donne aussi une méthode de travail, ça leur apprend aussi à analyser les choses et à les exprimer clairement. Et donc, il y a aussi, par effet miroir sur les équipes, un bénéfice. en fait, c'est intéressant dans le sens où le fait d'acheter une prestation de manière différente change les forces à changer de manière organisationnelle sur quelque chose qui, s'ils veulent être efficients dans leur organisation, il faudrait qu'ils le fassent, mais qu'ils ne le font pas par habitude ou par des fois aussi peut-être méconnaissance ouais, ou par non-compréhension qu'il faudrait changer à ce niveau-là sur le fait qu'il y a Voilà. un cadre de priorisation pour ne pas fatiguer les équipes, mais aussi pour avoir des résultats, puisque être le boss ne suffit pas à ce que les choses se fassent. Sinon, Et c'est ça, en vrai que fait, du coup, on l'obtient par l'exemple. Plutôt que de dire aux gens, il faut travailler comme ci ou il faut faire comme ça, en fait, on l'obtient par l'exemple, par la force des choses, quoi. Voilà. Bah, je suis pas là le mardi, je suis là le mercredi. Bon, bah, le problème, il faudra m'en parler mercredi. Et du coup, ok, bah, ça introduit une structuration qui est très, très, très souvent bénéfique. trop intéressant, super intéressant sur la partie, j'imagine, conseil et explication par tes références, et j'imagine que tes clients s'appellent entre eux pour aussi enfin, ou prospect client pour Mm. valider que la démarche leur semble bonne, etc. Est-ce que aussi, du coup, donc on est plutôt là sur des missions qui sont des missions importantes, par exemple 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, ce que tu nous disais. J'imagine aussi qu'en temps partagé, tu as des missions qui sont beaucoup plus un peu straight to the point, enfin un peu plus d'urgence sur un problème spécifique pendant 2 mois ou sur un moment clé de l'entreprise, parce que tu connais le contexte. Donc du coup, j'imagine que que des clients à toi qui te connaissent refont appel à toi dans des missions un peu plus courtes et du coup sur des missions un peu coup de poing. Est-ce que ça, tu t'en as pas mal? Tu peux nous en parler? Est-ce que c'est des choses qui sont Alors, je vais avoir effectivement, ça m'arrive régulièrement. Alors, je vais avoir par exemple, un responsable informatique que j'ai mis en place qui m'appelle. Et alors là, on n'a même plus de relation d'affaires. En fait, il m'appelle juste en tant que relation professionnelle, hein. Il m'appelle et il me dit, bah voilà, Pierre Almer, je suis dans telle situation, j'ai examiné telle et telle option. Il me semble que ça, c'est la bonne. Comment tu verrais les choses? Bon, moi, j'en parle une demi-heure avec lui et voilà. Donc, j'ai des cas comme ça. J'ai eu des cas aussi où j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, ben là, en l'occurrence, c'était le directeur financier qui m'appelle et qui me dit, ben, on vient de présenter un plan d'investissement à notre président qu'il a refusé. Pourtant, je suis convaincu qu'il faut absolument le faire et que c'est la meilleure option pour la boîte. On a mal dû présenter le dossier. Est-ce que vous pouvez revenir quelques jours pour nous aider à présenter le dossier? Et en fait, là, je suis revenu, alors qu'il y avait un directeur informatique qui avait été mis en place. Je suis revenu et en fait, en 3 jours, j'ai retravaillé leur dossier. Je suis allé le présenter avec le directeur informatique et le directeur financier au président. Et au bout d'une demi-heure, le président m'a dit bon, bah oui, c'est très clair, il faut qu'on le fasse. et ça, ça, du coup, par exemple, sur une année, parce que bon, ça fait 10 ans que tu fais du temps partagé, tu vas avoir combien de clients qui vont te redemander, qui vont te faire appel sur des missions spécifiques comme ça? Parce qu'en fait, c'est super intéressant des deux côtés, parce que souvent, avoir quelqu'un qui connaît assez bien la maison, pas parfaitement, mais assez bien la maison, Mm. et que tu peux
faire venir sur des points hyper précis techniquement, c'est très précieux. Parce que sinon, tu galères, tu fais plein d'erreurs. On a tous des enjeux d'expertise comme ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand la personne connaît déjà un peu la maison. Parce que sinon, tu as quand même toute une compréhension qui fait que c'est pas rentable, ou en termes même pas que financier, mais en termes aussi de temps, de formation et tout ça. Combien t'en as pas mal? C'est quoi? C'est une, deux? Non, j'ai une dizaine de clients avec qui je fais des petites missions, quoi, c'est quoi? Non, en fait, c'est en volume, c'est pas beaucoup. Ça peut être 2 ou 3 fois par an. D'accord, donc c'est pas non plus un gros volume. Non, T'as pas 10 clients qui te non, mais redemandent par des contre, missions. ça matérialise bien que la relation, elle subsiste, en fait. C'est Bien ça qui est sûr. très intéressant, en fait. Pour eux Ok. comme pour moi, parce que eux, ils savent qu'ils peuvent m'appeler et que je prendrai volontiers une demi-heure ou 1 heure de mon temps pour discuter avec eux d'un sujet. Et puis moi, je sais qu'ils m'ont pas oublié, et donc le jour où il y a quelque chose à faire chez eux, ils penseront à moi. Donc de toute manière, c'est bénéfique. Ok. Non, oui, bien sûr, et c'est bénéfique pour tout le monde. Mm. Y a pas de doute. Et donc, du coup, juste pour finir sur ce point-là, donc tu interviens, c'est quelques jours, ça les aide énormément. Est-ce qu'après, t'as une autre typologie d'offres ou enfin, ou je sais même pas si ça t'intéresse, mais tu vois, dans le temps partagé, ce que j'entends aussi, bon, c'est tu les aides à switcher, tu réponds à une problématique en manager de transition, etc. Est-ce que tu vois de plus en plus de sans que ça soit le bon terme, parce que forcément c'est pas sûr, mais en gros un plus des aides de type coaching auprès d'un DSI ou d'un adjoint ou d'un responsable en continu pendant 1 an, pour l'aider à passer un cap aussi de comment bien se positionner par rapport au codir, qu'est-ce que le DG attend de toi, expliquer tout ça, parce que bon, tu l'apprends sur le temps, ça prend du temps, bon, ok, d'accord, tout le monde est partenaire des métiers, tout le monde les gens sont codir, voilà, bon, entre l'étiquette et le vraiment être à l'aise dedans, dans ce poste-là, dans cette posture, il y a quand même un monde. Est-ce que tu vois, toi, en temps partagé, ce type de mission arriver ou Alors d'offre? j'en fais régulièrement. Ça, j'en fais D'accord. régulièrement. Alors oralement, je dis que c'est du coaching, mais je ne l'écris jamais, puisqu'en fait, moi, j'ai pas passé de qualification, Oui, de diplôme de coach, hein, donc ouais, je ouais, suis respectueux, tout à fait respectueux de ça. En revanche, ça m'arrive régulièrement, oui, qu'on me demande de travailler avec en général, ça va être un responsable informatique, hein, ça va pas être un DSI. c'est sûr. On me demande de travailler avec un responsable informatique ou avec un manager dans des équipes informatiques, parce qu'en fait, l'entreprise considère qu'il y a un potentiel au niveau de cette personne qui n'arrive pas à se réaliser, sur lequel il y a un certain nombre de freins. Et donc, j'interviens pour aider cette personne à franchir un cap. Je peux donner quelques exemples. Je l'ai fait dans une entreprise où le responsable informatique avait 10 ou 12 ans d'expérience, mais il était rentré avec un BTS. Voilà, il n'avait jamais connu autre chose. Et le gars, il était bien, il réfléchissait très bien à plein de choses, mais il y avait plein de réflexes qu'il n'avait pas. Et donc là, j'ai travaillé avec lui pour lui apprendre ses réflexes. Par exemple, je lui ai expliqué des choses toutes bêtes, mais je lui ai expliqué que les fournisseurs en avant-vente, c'était gratuit, et que plutôt que de faire des études pour savoir s'il fallait acheter tel ou tel produit, il fallait demander aux fournisseurs de venir faire des démonstrations et de faire des comparaisons de produits. Et ça, ils le feront en avant-vente volontiers. Je lui ai dit aussi, il avait des responsabilités internationales, il allait pas dans les pays. Donc je lui ai aussi dit que ça, c'était pas possible. Et, et je suis allé faire un déplacement professionnel avec lui en Angleterre sur 2 jours, parce que je voulais lui montrer comment ça se passait quand on faisait un déplacement professionnel sur 2 jours. Ouais, lui montrer comment tu structures, Voilà, comment tu crées le exactement. lien, comment tu fais le pro, mais aussi créer du lien avec les équipes et tout ça. Quand tu l'as pas vu, des fois, tu peux être un peu en mode à la Well Again dans ce type de meeting, c'est clair. Exactement. Et Par donc, exemple. par exemple, je lui ai montré, bon, voilà, qu'il fallait y aller avec des objectifs précis, mais qu'il fallait savoir revoir les objectifs en cours de route, qu'il fallait s'intéresser aux problèmes du moment des gens qu'on allait rencontrer, que c'était peut-être pas les nôtres, mais qu'eux, ils avaient les vôtres, les leurs, et que si on s'intéressait pas à leurs problèmes, jamais on aurait des solutions pour les nôtres. Je lui ai aussi dit que à la moitié du déplacement, on allait téléphoner à son boss pour lui dire où on en était. Alors il me répond, mais oui, mais c'est ce qu'on fait. Ben, je dis oui, mais enfin, il va être très content d'avoir de nos nouvelles. Et puis, si ça se trouve, lui, il va nous dire, ah bah tiens, pendant que vous êtes là-bas, est-ce que vous pouvez vérifier ci ou ça? Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
Voilà. Donc, je lui ai montré des choses comme ça et on a travaillé ensemble pendant 6 mois sur ce mode-là. Au début, je suis intervenu, il y avait pas mal de boulot au début, donc je suis intervenu sur ces aspects coaching 2 jours par semaine. Et puis à la fin, c'était une demi-journée tous les 15 jours. Et puis voilà, ça s'est arrêté comme ça. Alors je l'ai fait pour cette personne. Je l'ai fait aussi sur une fois, pareil, un responsable informatique qui prenait pas la mesure d'un job de DSI. Et en fait, je l'ai accompagné comme ça pendant 6 mois. Et puis, un mois après que la mission se soit arrêtée, il a été voir le directeur général et il lui a dit, je veux pas devenir DSI, il faut en recruter un. Voilà, donc lui, ça lui a permis de prendre conscience que, en fait, intellectuellement, il était en mesure de faire le job, mais en fait, par rapport aux contraintes et au stress, bah voilà, donc d'une zone de non-dit avec sa hiérarchie, il est passé dans une zone de dit et du coup, voilà, du coup, il a gardé des responsabilités au niveau de la chefferie de projet d'un certain nombre de choses, mais pas le job de DSI dont l'entreprise avait besoin. Trop bien. Je Super l'ai fait intéressant. avec un CTO. C'est un DSI que j'avais accompagné d'ailleurs, qui m'a dit j'ai un problème avec un gars dans mes équipes là. Moi, quand je lui dis des trucs, ça marche pas, ça se passe pas bien et c'est dommage. Et donc j'ai accompagné ce CTO pendant quelques mois, voilà, pour lui apprendre un peu comment il fallait réagir différemment. Et je l'ai fait une fois. C'était assez étonnant, mais je l'ai fait une fois alors que c'était pas dans la mission en fait. J'étais sur une mission de transition et en fait j'ai tout de suite vu dès que je suis arrivé. En fait, le DSI était une femme qui partait en congé maternité. Donc, on a eu 15 jours de recouvrement et je la remplaçais le temps du congé maternité. Et pendant les 15 jours de recouvrement, j'ai vu que son responsable de production, enfin, il y avait énormément de problèmes avec lui. Elle en était extrêmement insatisfaite et à raison. Et en fait, quand j'ai pris le job, j'ai convoqué le responsable de la prod et je lui ai dit, écoute, bon voilà, j'ai vu que ça se passait pas bien. Donc moi, je suis là pour 7 mois. Donc il y a deux solutions. Soit on travaille ensemble, tu es ouvert à ce que je peux t'apporter et je te montre des façons différentes d'agir et de traiter les sujets. Soit tu es convaincu que tu as raison, tu n'as pas envie de changer. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Je te donnerai rien à faire, je te demanderai rien. On fera juste que prendre le café le matin ensemble si tu veux, mais il n'y aura pas de relation professionnelle entre nous et je m'organiserai très bien sans toi. Et je lui ai dit, bah, tu as 2 jours pour me répondre. Et 2 jours après, il est venu me voir, il me dit non, mais je suis d'accord avec ta proposition. Voilà. Et du coup, dans le cadre de la mission de transition, en fait, je l'ai pris en coaching. Euh, et un jour, j'ai eu un appel du DG qui m'a dit je comprends pas, un tel est venu me voir à 20h parce qu'on avait un problème. Moi, ce gars-là, je croyais qu'il partait à 17h. Il n'a jamais été capable de m'expliquer quelque chose clairement. Et là, c'est lui qui vient me voir en m'expliquant qu'il y a un problème et en m'expliquant comment on s'y prend pour résoudre les choses. Voilà. Sur cette partie de coaching, et donc du coup, si on parle, on est pas mal sur les structures, tu parles de responsables informatiques, des gens tu vois, qui doivent monter où il n'y a pas de DSI ou dans tous les Mmh. cas, voilà. On est plutôt sur des belles PME, Voilà. des belles PME qui sont dans des phases intéressantes, etc. Est-ce que tu crois pas que on est sur un marché très très tendu et où on manque aussi d'expertise, enfin tu vois, de nombre de gens qui ont l'expertise possible. Est-ce que tu ne penses pas qu'une offre, que les PME en fait doivent aller chercher ce type d'offre pour faire monter des gars qu'ils ont en interne pour les aider à se structurer, c'est-à-dire ne pas laisser leur responsable informatique seul, tu vois, mais aller chercher un Pierre Albert ou autre dans l'accompagnement d'un DSI et de quelqu'un qui monte en puissance pour devenir DSI, pour qu'au moins les erreurs ne soient pas faites sur la structuration, pas que du coach, mais même sur la structuration IT, sur les gros choix, mais qu'en même temps, cette personne-là, et puis ça va peut-être en 18 mois, vraiment changer de registre de jeu, quoi. Ah ben moi, j'en suis convaincu. Et puis en plus, c'est toujours, enfin, je trouve que c'est plus intéressant et plus valorisant d'arriver à faire mûrir et monter quelqu'un en interne que de trouver des solutions de remplacement, quoi. Donc, enfin, l'entreprise, si elle a confiance dans la personne
la personne, elle va connaître le business, elle va connaître les gens, elle a déjà le réseau, etc. Donc, si après, c'est que des histoires de posture à modifier et de réflexes professionnels à donner, je pense que c'est extrêmement bénéfique, hein. D'expérience aussi, par exemple, tu vois, on parle d'un ERP. Enfin, moi, je vois pas mal de responsables informatiques. Ils vont faire ça. Ils vont s'entourer, mais ils peuvent faire ça un peu en mode, on va dire, disons qu'ils peuvent manquer un peu de pragmatisme et de lien avec les métiers et de comment je découpe le projet pour qu'on puisse itérer ensemble sur des choses qu'on n'aura pas prévues qui vont arriver à 100%, quoi. Donc, il y a aussi une question d'expérience du DSI qui va aider à mieux structurer les projets en cours ou les futurs projets ou même l'infrastructure IT. Dans un responsable informatique qui n'a pas encore fait ça et qui pourrait refaire des erreurs qui ont été faites 40 fois et qui sont un peu des fois anticipables, je dirais, parce que cette personne-là, elle manque aussi de réseau, elle manque d'expérience, mais elle manque aussi de réseau par rapport à ces enjeux-là. J'ai eu une mission de ce type-là dans une entreprise où il y avait un DSI en place, hein. Il y a un nouveau DG qui est arrivé et en fait, quand le DG est arrivé, il a vu qu'il y avait un gros projet qui avait été lancé pour euh, mettre en place tout un morceau de RP sur toute une partie du business, hein. Et lui, il y avait des très très grosses échéances à respecter, notamment par rapport à de la saisonnalité. En fait, il fallait que le go live du projet se fasse avant la peak season. Et donc là, il me connaissait et il m'a appelé tout de suite en me disant, mais voilà, il faut venir doubler mon DSI sur cette partie-là parce que il pourra pas gérer le quotidien et les projets en cours, plus ce projet-là qui est majeur et sur lequel on n'a pas le droit d'échouer. Et donc là, je suis intervenu toujours en temps partagé, mais je suis intervenu en complément et en parallèle du DSI sur la mise en place de ce système. Ce qui a été une mission Et, d'ailleurs, ça a été une mission assez tendue parce qu'en fait, le DSI a régulièrement pas été d'accord avec ce que je faisais. Et je me suis imposé parce qu'en fait, moi, mon job, c'était que le système démarre. Et je me suis donné les moyens que le système démarre, parfois avec des grosses tensions, quoi. des grosses tensions, je sens l'expérience qui parle. Ok. Et donc, du coup, ça peut être un enjeu même structurel de comment. Parce qu'en fait, sous les managers de transition à partager, pas partager, c'est de l'expérience de l'expérience en concentré, quoi, je dirais. Et donc, Ouais. du coup, tu peux intervenir à temps plein pour recadrer une situation qui est critique et donc, du coup, souvent, ou temps plein ou quasi temps plein là-dessus, mais tu peux être aussi en support d'une personne à faire monter dans des entreprises qui ne sont pas forcément en moment critique, hein, mais qui sont en difficulté ou qui pourraient l'être en difficulté, qui anticipent une difficulté. Et donc, du coup, ça, c'est une offre que j'ai pas trop vue se développer parce qu'il y a souvent, enfin, c'est beaucoup. Même sur le temps partagé du consulting qui prend la place d'eux en fait. Tu vois, je prends la place du mec qui est pas, et pas forcément de non mais il faut parier sur les gens en interne et on va les faire monter et comment je structure ça. Est-ce que donc du coup ça, toi ta vision c'est que ça c'est ça qui doit se développer pour que ces boîtes se développent, c'est ça? Oui, ça peut franchement rendre service, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup on a Je suis intervenu aussi sur des missions. Alors, c'était toujours du temps partagé, mais en fait, c'était pour mettre en place une DSI. Voilà. Donc, en fait, identifier, clarifier une feuille de route. Bon, c'est une entreprise qui avait plusieurs BU, donc clarifier une feuille de route, faire un bilan d'un certain nombre de choses en établissant des priorités, faire un descriptif de poste, faire un recrutement et mettre en place un DSI. ok. Et tu sais dans ce genre dans les PME, etc. Et par exemple, dans les PME industrielles ou autres, il y a une vraie sensibilité à est-ce que tu as déjà été dans une PME, est-ce que tu as déjà été dans une industrie, etc. Et des fois aussi, pas mal de réticence à prendre quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise plus grande et a aussi à raison, hein, parce qu'un mec qui a fait que des boîtes de 5000 personnes et qui arrive dans une Mm, boîte de 400 personnes, on va souvent le voir comme un mec qui ne sait pas faire et qui essaye toujours de trouver mm, quelqu'un pour faire à sa place. Enfin, dans tous les cas, c'est les idées
qui sont des fois réelles et des fois non. Et il y a une question aussi de secteur, voilà, quelqu'un qui connaît comment fonctionne une usine, etc. Bon, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Bon, le tampon LVMH, c'est un très beau tampon, mais les gens vont regarder ça en mode de très grand compte, indépendamment de ce que tu nous as raconté. Donc, j'imagine que tu leur expliques, mais c'est quoi ton feeling par rapport à cette nécessité de connaître la taille des boîtes, enfin, avoir vécu des expériences dans la taille des boîtes et dans le secteur Alors, je pense que la taille est un critère important parce qu'en fait, s'il faut travailler avec une équipe de 60 ou 70 personnes, ou s'il faut travailler avec une équipe de 3 ou 4 personnes, les modalités de travail vont être totalement différentes. Donc ça, je pense que c'est un critère, je pense que c'est un critère important. Le critère de la connaissance du domaine d'activité de l'entreprise, euh, il est, il est beaucoup moins important, il est parfois secondaire. C'est-à-dire que sur une mission de transition, les missions de transition, elles sont limitées dans le temps, donc on va pas souvent être en frontal avec des problématiques métiers extrêmement fortes de l'entreprise. Et donc, du coup, on va beaucoup plus être sur de la gouvernance, de la remise en ordre, de la réalisation d'appels d'offres, de la négociation de contrats, de la structuration au niveau des équipes, du, j'ose quasiment dire, du comportemental au niveau d'un comité de direction, sur des choses comme ça. Et là, en fait, on connaît pas le métier. Tout le monde sait qu'on connaît pas le métier. Donc, bon, bah, si on a besoin de poser une question, on la pose. Et puis voilà. Il n'y a pas énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai travaillé, par exemple, dans le secteur de l'énergie ou du transport. Enfin, j'y connais absolument rien. J'ai travaillé dans le secteur de laboratoire pharmaceutique. J'y connais rien non plus. Mais en fait, on m'a pas pris pour des choses qui étaient relatives à ça. et donc du coup la taille de la boîte, c'est vraiment sur le côté la taille de l'équipe avec qui tu bosses et Ouais. qui tu vas avoir. Ça, c'est un critère fondamental. Donc, on aurait plutôt posé la question, est-ce que voilà, on est 5, on est 15, on est 50, et est-ce que tu sais, donc ça, c'est ce que tu dis, le secteur en lui-même, par rapport à la typologie de mission et comment tu aides la personne et comment tu l'aides à structurer, c'est beaucoup moins relevant. Ouais. Parce que Ok. ça, de toute façon, on est entouré. Il y a des gens, on peut aller poser les questions. Ils sont compréhensifs. Ils acceptent de passer du temps pour expliquer les choses. Si on a un peu d'expérience, on a quand même quelques clés. Ensuite, moi, je fais partie du réseau Infortive. Donc là aussi, je peux très rapidement contacter quelqu'un chez Infortive qui a déjà traité ce genre de sujet. Et du coup, voilà, on y arrive très bien. Bah, je l'ai fait d'ailleurs au sein de la communauté Infortive. J'ai passé, il n'y a pas très longtemps, j'ai passé 2 heures au téléphone avec quelqu'un qui prenait une mission dans le luxe et qui avait jamais fait de luxe avant. Ok. Voilà, donc je lui ai décodé en fait tous les éléments essentiels d'un point de vue DSI sur l'univers du luxe. Moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est que en fait, la mission à temps partagé, c'est une façon et la façon dont si en fait le directeur général ou une personne sait acheter du livrable et pas du temps pensé, ce qui est déjà différent, parce qu'il va chercher un output, c'est-à-dire qu'il a défini une situation initiale, une situation finale, que ça soit par Exact. rapport à je veux faire monter en compétence une personne chez moi ou j'ai des enjeux X et je veux qu'ils soient résolus. Souvent, il ne sait pas bien dire ça, donc il pense qu'en achetant du temps, les gens vont plus ou moins faire le mieux possible et que la situation va s'améliorer. Donc, c'est déjà un changement une maturité quand même du directeur général ou de la personne qui est en capacité de définir cette situation initiale réelle et le final désiré. Et le second point, c'est que s'il sait faire ça, il va du coup savoir comment acheter de l'expertise à bon prix pour faire gagner sa société. Mais donc, du coup, c'est quand même une autre façon de penser l'achat en fait d'aide, de ressources, de compétences. C'est à cet endroit-là que le chemin est le plus important. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça demande une certaine maturité de la part du manager ou de l'entreprise qui va m'appeler. Ok. Et, euh, et ça, tu penses que c'est de plus en plus le cas ou pas? Alors, je pense qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont bougé avec le Covid, le fait que en fait les gens travaillent de chez eux, qu'on fait des visios, etc. Donc
Et il y a une forme aussi d'organisation qui s'est mise en place dans les entreprises et je pense que ça a ouvert l'esprit de pas mal de personnes sur le fait qu'il y avait des modes de travail et d'intervention qui pouvaient être différents. Euh, le fait aussi que de plus en plus de femmes demandent à travailler à 4/5e, par exemple. Bah, tout ça, en fait que dans les entreprises, on prend conscience du fait que on peut avoir de l'efficacité avec quelque chose qui n'est pas du temps plein, qu'on peut peut-être même avoir plus d'efficacité avec quelque chose qui n'est pas du temps plein. Et le fait aussi que, alors ça a toujours été connu que les conseils extérieurs pouvaient faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire en interne. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même, ça bouge pas mal à ce niveau-là et les gens n'hésitent plus, enfin, au moins ils ont ces idées-là en tête quelque part à un moment donné de façon de plus en plus fréquente. Ok. Et ok, très clair. Et aujourd'hui, sur tes missions, c'est la majorité donc du coup des PME de combien de personnes? Je me rends pas compte, c'est des PME de 500 personnes, tu rentres dans des équipes de 10 personnes, c'est quoi le Bah, standard? je travaille dans des entreprises qui vont faire je sais pas, entre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 7 milliards. Ok, Donc mais c'est 7 assez milliards, vaste. c'est plus des PME. Non, mais les entreprises en général avec qui tu bosses, c'est du 7 Le milliards ou plus c'est plus gros? souvent, disons que le plus souvent, je vais travailler dans des structures qui vont faire entre 50 et 500 personnes. Ok, entre 50 et 500 personnes. Ok. Ouais, alors je parle de la Et structure, c'est pas nécessairement l'entreprise, hein, une ça peut être filiale. un département, une BU, enfin voilà, mais le plus souvent, c'est dans cette taille-là que je vais intervenir. Ouais. Ok, très clair. Et du coup, ces boîtes-là, c'est souvent le directeur général ou c'est plutôt le DSI? Enfin, si un DSI, c'est le DSI, si un directeur général, enfin, c'est comment ça, quoi? C'est qui fait Alors, tes acheteurs? c'est très souvent, moi, les missions que j'ai, c'est très souvent au niveau de la direction générale. Voilà. Mhm. Euh, Parfois, dans des grosses boîtes, c'est le DSI qui m'appelle en direct. Ok. Réseau, beaucoup? Oui, alors à 95%, ouais. Ok, donc des gens qui te connaissent, qui ont déjà parlé de toi, qui Ouais, savent que. ouais. Ok. En fait, C'est c'est des- à 95% des gens qui me connaissent et j'ai 5% soit des cabinets de management de transition dans lesquels je suis référencé. On se parle de temps en temps, mais on n'a pas du tout du business de façon récurrente, mais il peut arriver qu'ils pensent à moi. Et puis de temps en temps, j'ai une mission qui tombe parce que quelqu'un m'a trouvé sur LinkedIn. Ça m'est arrivé. Et là, tu dis, bon, eh ben, tout arrive, parfait. Voilà. Pas d'enjeu. Ok. Et aujourd'hui, quand c'est les DG enfin, ou les présidents directeurs, etc., qui t'appellent, est-ce que du coup, tu vois qu'ils sont plus matures sur la partie IT ou vrai, et donc du coup, qu'ils savent qu'ils ont besoin là-dessus, ou c'est qu'en fait, ils savent pas ce qui se passe et ils aimeraient bien comprendre un peu mieux. Enfin, tu vois, c'est quoi la nature? Est-ce que c'est qu'il y a déjà un problème, ils veulent le résoudre? Ou est-ce que des fois c'est plutôt bon, je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais ça m'inquiète et donc du coup j'aimerais bien que tu arrives. Alors en fait, en général, c'est plutôt le premier cas, c'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent que ça va pas, ils comprennent ce qui va pas, et ils voient bien qu'il faut qu'ils renforcent leurs équipes. Ok, donc c'est quand même assez clair. Enfin, voilà, ils ont quand même une vision précise du Ouais. problème. Ok, Mm. que des fois tu te dis que des fois Là, par exemple, j'ai eu deux missions comme ça récemment. J'en ai eu une, c'était un directeur financier qui est arrivé dans un nouveau groupe. Et en fait, 4 jours après être arrivé, il m'a appelé en me disant, on me donne un devis pour un audit de la messagerie, est-ce que tu peux me donner ton avis? Alors bon, bah, j'ai regardé son devis pour l'audit de la messagerie, je lui ai donné mon avis. Il a acheté la prestation, mais avec une remise de 10 000 € parce que je lui avais dit qu'il y avait quand même des trucs inutiles dedans. Et puis il m'a rappelé 15 jours après pour une mission de coaching de son DSI. Et puis après, ils ont décidé de lancer un projet d'externalisation et ils me l'ont confié. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Mais lui, il a tout de suite compris au départ qu'il y avait un manque de prise en compte des sujets systèmes d'information. Et c'est pour ça que lui, quand on lui a présenté ce devis sur l'audit de sa messagerie,
Il avait besoin d'avoir un avis autre. Et puis j'ai eu un autre cas d'un directeur général qui m'appelle et qui me dit bah voilà, avec le Covid, en fait, on a fait beaucoup d'e-commerce. Je me rends compte que finalement, nos clients, ils sont comme ci, comme ça. Je vois aussi que en fait, mon système informatique ne me permet pas de traiter ces clients d'une façon efficace. Je pense que je suis au bout de l'histoire avec mon ERP. Il faut que je le change. Mais chez moi, j'ai personne qui est capable de changer un ERP. Voilà. Donc lui, il a parfaitement compris le problème. Enfin, il a identifié qu'il y avait une opportunité business mais que sa limite était le RP. Et il a tout de suite compris que c'était pas en interne qu'il aurait des gens capables de lui changer un ERP. Et donc, il m'a appelé pour ça. Et lui, il te connaissait d'avant ou pas? Oui, on avait travaillé ensemble. Ok, ouais. En fait, c'est vraiment ça. C'est le côté, les gens aussi, ils arrivent à solliciter l'expertise parce que t'as travaillé avec eux il y a X années, ouais. Hmm. Sinon, c'est difficile de directement avoir confiance et de pouvoir poser les En bonnes fait, questions. historiquement, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant, les premiers contacts que j'ai eus et les premières missions que j'ai eues, ça a été avec mes anciens fournisseurs. Donc, c'est mes anciens fournisseurs qui m'avaient apprécié en tant que DSI et qui m'ont dit, ben, si vous êtes freelance maintenant, il faudra peut-être venir nous aider. D'accord. Et donc j'ai fait des missions pour mes fournisseurs. Alors, pas du tout pour être dans leurs équipes en tant que chef de projet ou directeur de projet, mais j'ai fait des missions chez mes fournisseurs pour euh, faire des trainings auprès de leurs commerciaux, leur apprendre à mieux gérer un compte, leur apprendre à comprendre les problématiques d'un DSI pour mieux vendre à un DSI. J'ai fait des interventions de revue de proposition où je Ah, jouais en fait le rôle du DSI du client. Et je leur disais, mais attendez, là, ce que vous dites, ça va pas. Vous allez avoir toutes les entreprises qui vont dire la même chose. Donc, si pour vous, c'est un point important, il faut que vous le mettiez autrement. Ou, enfin, voilà. Donc, j'ai fait ça de façon. Donc, j'ai eu pas mal de business comme ça au début, chez des intégrateurs et chez des éditeurs d'ailleurs, hein, les deux. ouais. Et, Voilà. Et puis, en fait, comme ça, mon nom s'est diffusé. Et puis après, ben, tous les gens avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler, et tous mes anciens collègues, ben après, petit à petit, quand ils avaient des besoins, ils pensaient à moi, ils m'appelaient, quoi. ok. Et ça, c'est super intéressant, ce côté reverse mentoring avec le fournisseur, avec le DSI, c'est rigolo. Cette passation d'expertise, elle est quand même au centre de tout le management de transition, en fait, au final, parce que tu t'arrives tu as fait 25 ans, tu as fait plusieurs expériences, tu es dans un moment où tu peux quand même, structurellement parlant, en termes de gouvernance, en termes d'IT, en termes de relations, en termes de posture, vraiment faire passer des caps. En fait, ce qui est clé avec le management de transition, c'est que déjà, quand on arrive quelque part, on connaît rien, et les gens, ils peuvent vous raconter n'importe quoi. Donc ça, il faut déjà le prendre en compte. Et ensuite, il va falloir montrer des résultats rapidement pour gagner de la confiance. Mais il y a des choses où il faudra du temps. Et en fait, il faut arriver à juger qu'est-ce que je vais pouvoir produire comme résultat rapide et visible dont les gens vont être satisfaits pour en fait gagner du temps sur là où j'ai besoin de temps. Et en fait, les gens, ils me demandent des trucs pour demain, mais ils ne se rendent pas compte que là, il y a 9 mois de boulot. Mais si je leur dis, mais vous y êtes pas, il y a 9 mois de boulot, ils vont être mécontents et la mission va se finir. Donc en fait, voilà, il faut arriver à se gérer ce curseur en permanence. Euh, voilà. Voilà. Ça Point peut final. donner, alors j'avais eu des contacts avec une entreprise. Bon, la mission s'est pas faite, mais ils hésitaient entre un manager de transition et un recrutement. Bah, j'ai dit, il faut pas hésiter. J'ai dit, moi, vous me prenez. Au bout d'un mois, vous aurez ça comme résultat. Au bout de 2 mois, vous aurez ça comme résultat. Et de toute façon, si vous vous lancez dans un recrutement, ce que je pense que vous devez faire, vous en avez pour 6 mois. Ouais, 6 mois, c'était bien. Voilà. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils en avaient pas pour 6 mois. Et puis 9 mois après, ils avaient toujours pas recruté et ils étaient encore plus enfoncés dans les problèmes. Alors qu'en fait, le manager de transition, il pouvait le prendre tout de suite. Et si ça fait pas l'affaire, mais il le dégage au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème, quoi. Et du coup, enfin, il n'y a pas d'enjeu finalement. Il n'y a pas d'enjeu économique, il n'y a pas de. Bon, bah, éventuellement, ils vont dire on a fait une erreur de jugement ou une erreur de casting. Le gars, il s'en va. 3 jours après, tout le monde l'a oublié.
Mais par contre, 99 fois sur 100, ça va bien se passer. Et en fait, le gars, tout le temps où il va être là, il va apporter des trucs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça donne le temps de faire un recrutement plus serein, avec plus de temps. Ouais, dans de bonnes Voilà. conditions, tout simplement. Mm. Pas avec les urgences qui s'empilent et le fait qu'à la fin, ça se casse la figure. Et puis faire un recrutement avec le couteau sous la gorge parce qu'il n'y a personne, il faut recruter quelqu'un. Et Très clair. Super. Je pense qu'on arrive, on a fait un bon tour. Est-ce que Pierre-Albert, tu as, un point que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas encore abordé? bah, le dernier point, en fait, c'est que par rapport à cette posture d'indépendant que j'ai maintenant versus quand j'étais salarié, moi, personnellement, je trouve énormément de satisfaction personnelle, en fait, dans ma manière d'exercer mon métier aujourd'hui. D'abord, parce qu'il y a quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a une situation initiale et une situation finale. Moi, ça va être le cas dans toutes mes missions. Moi, j'arrive dans une mission, quelle qu'elle soit, hein. J'arrive dans une mission, il y a une situation initiale, je quitte la mission, il y a une situation finale, et la photo entre les deux, elle est extrêmement claire. Donc, du coup, c'est très valorisant, en fait. On voit tout de suite le travail qui a été fait. Il y a plus de focus. Les missions sont plus intéressantes parce qu'en fait, on se fait moins balader d'un sujet à un autre. De toute façon, là, dès qu'il y a une relation d'argent, on est obligé d'être plus concentré. Et puis, le dernier point que je trouve très intéressant, c'est cette reconnaissance que je vais avoir de mes clients sur le fait qu'ils ne m'oublient pas et que ils vont me rappeler, ne serait-ce que pour déjeuner, savoir où on en est, ou bah tiens, j'ai un dossier, est-ce que vous pouvez regarder, voilà. Et parfois, c'est une mission. Et tout ça, je trouve, donne beaucoup de satisfaction professionnelle. Le fait d'être confronté régulièrement sur des contextes différents avec des personnes différentes, c'est aussi extrêmement intéressant. On peut arriver dans une mission et puis il y a des personnes qui vont être difficiles à manœuvrer, difficiles de travailler avec, etc. Mais en fait, on a énormément de recul sur ces choses-là. Et du coup, on arrive très très bien à gérer ces situations infiniment mieux que je les gère infiniment mieux que quand j'étais salarié, par exemple. Très Et tout clair, ça, je super trouve, intéressant. c'est des choses très très positives. Bah ouais. Si, Et le temps partagé par la multiplicité des choses qui vont se passer dans une journée, ça fait que il n'y a pas de facteur d'usure. En fait, les contextes sont toujours nouveaux, toujours différents, et je trouve que ça maintient la vivacité d'esprit en quelque sorte. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même quand j'interviens en temps partagé chez des clients qui ont des activités très différentes, en fait, je m'inspire beaucoup de ce qui va se passer d'un client chez un autre, mais ça va être au niveau du comportement des gens. Ça va être une rencontre avec quelqu'un, ça va être la remarque d'un directeur financier, ça va être un directeur de production qui m'explique quelque chose, ça va être quelqu'un qui me parle d'un livre ou d'un article qu'il a lu. Et en fait, ça va m'enrichir. Et le lendemain, je vais être chez un autre client et cet enrichissement, il va bénéficier au client chez qui j'arriverai le lendemain. très clair. Si on a des auditeurs qui se posent la question posent la question, qui sont intéressés par le métier de DSI ou de manager à temps partagé, ils peuvent te contacter directement sur LinkedIn. Bien sûr, il n'y a aucun problème, je le fais Top. volontiers. Ça m'arrive régulièrement et je réponds toujours gentiment. Patron de PME aussi, bien sûr, sur les enjeux qu'il pourrait avoir. Si Pierre-Albert n'est pas disponible, je suis sûr que tu connais des gens à qui mettre en Alors, relation. ça m'arrive aussi très souvent. Alors ça m'arrive plusieurs fois par mois, oui, effectivement, Ouais, de renvoyer. Soit parce que c'est des secteurs ou des contextes sur lesquels j'estime qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi, soit parce que j'ai pas la disponibilité. Et donc, du coup, ça super. circule bien. Ouais. Ne pas hésiter, quoi. Trop bien. Mais écoute, Voilà. merci pour tout, Pierre-Albert, c'était super intéressant. Merci Bertrand. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!